Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur l'impact que le numérique peut avoir sur nos comportements professionnels. Et oui, à l'heure de l'intelligence artificielle, le numérique est-il en train de nous faire perdre certaines de nos capacités? Dans quelle mesure le numérique est en train de modifier nos comportements? Et enfin, ce qui nous augmente nous diminue-t-il? Alors je vous rassure, nous n'aurons pas 4 heures pour traiter ce sujet, mais nous tenterons de mieux comprendre l'impact des machines sur nos comportements avec nos invités. Le numérique pour tous, spécial travail et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale travail et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir une philosophe. Elle est l'auteure du livre Schizophrénie numérique, oui tenez-vous bien, paru aux éditions Alia. Il s'agit d'Anna Lombert. Anna Lombert, vous êtes donc enseignante-chercheuse en philosophie à l'Université de Paris 8 et vous collaborez avec le Conseil national du numérique. Et comme je le disais, donc, votre livre s'intitule Schizophrénie numérique. Expliquez-nous ce que ça veut dire ce mot barbare associé au numérique. Oui, merci beaucoup pour la question. Merci pour votre invitation. Alors, effectivement, donc cette expression de schizophrénie numérique qui peut être un peu déroutante au premier abord, en fait, je l'ai utilisée de manière imagée, c'est-à-dire que j'entendais pas la schizophrénie au sens de la pathologie, au sens médical, mais ce que je voulais dire par là, c'est que notre époque est prise dans une sorte de schizophrénie numérique, c'est-à-dire qu'en fait, on est tiraillé entre des discours contradictoires au sujet des technologies numériques. Et notamment un type de discours qui est un discours un petit peu idéologique, un discours qui est tenu par les transhumanistes notamment, qui consiste à louer un petit peu en permanence les performances des nouvelles technologies numériques et à les anthropomorphiser, à parler d'intelligence artificielle, d'esprit numérique, on entend ça, enfin, c'était une expression qui est utilisée dans la lettre de Elon Musk au sujet de l'intelligence artificielle oui. Il y a quelques mois, vous vous souvenez. Et puis, donc, on parle aussi d'agents conversationnels, on parle d'apprentissage automatique, etc., etc. Autrement dit, on attribue des capacités qui sont traditionnellement attribuées aux humains à des machines, ce qui philosophiquement en fait n'a aucun sens. Et puis par ailleurs, on a d'autres discours qui sont des discours scientifiques, cette fois-ci des études scientifiques, qui montrent que le fonctionnement actuel des médias numériques dominants affecte nos capacités mentales précisément, affecte nos capacités de mémoire, nos capacités d'attention, nos capacités d'imagination, nos capacités de réflexion. Et donc il y a un écart, si vous voulez, entre ces deux types de discours, et c'est ça que j'appelais la schizophrénie numérique, un discours qui anthropomorphise alors même que ces technologies nous déshumanisent d'une certaine manière. Une forme de contradiction en fait. Voilà. Alors vous dites que les technologies de l'esprit, alors ce que sont les technologies de l'esprit, c'est l'imprimante par exemple, la peinture, la photo, risquent de devenir des technologies persuasives. Très concrètement, qu'elles risquent de modifier quelque part la façon dont l'esprit va contrôler le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliciter en fait ce qu'il y a derrière ? Oui, alors ce terme de technologie persuasive, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un chercheur de l'université de Stanford, qui travaillait dans le laboratoire de design comportemental de l'université de Stanford et qui a expliqué que donc ce qu'il cherchait à faire dans ce laboratoire, c'était à élaborer des technologies numériques persuasives, c'est-à-dire en fait à utiliser l'informatique, le numérique, pour influencer les pensées et les comportements. Donc sur la base, si vous voulez, d'un ensemble de disciplines qu'on appelle aujourd'hui la captologie. Donc c'est une articulation entre les sciences comportementales, la psychologie cognitive, les neurosciences, l'informatique, l'algorithmique, le design aussi. Et l'idée, c'est de faire du numérique des technologies qui vont agir directement sur les mécanismes psychocognitifs ou sur les processus cérébraux, si vous voulez, pour, alors pas forcément contrôler les esprits, mais du moins les influencer. Et on sait très bien que influencer les esprits, c'est aussi influencer les comportements, évidemment. Donc, par exemple, une fonctionnalité numérique comme le défilement infini, vous savez, le fait que vous pouvez faire défiler de manière infinie. Quand on scrolle, par exemple, voilà, on va le sur scroll Instagram, infini. ou etc. Exactement, c'est ça. Et vous avez en permanence une nouvelle image, un nouveau contenu qui apparaît sans avoir besoin de rafraîchir la page. Mais ça, par exemple, c'est une technique qui a été élaborée pour que vous passiez plus de temps sur telle ou telle plateforme, sur tel ou tel réseau, si vous voulez. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est évident que si vous n'avez pas besoin de cliquer à nouveau, donc de vous interrompre dans votre activité, eh bien, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de réfléchir et de décider de rester ou de ne pas rester. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y aurait une forme de manipulation des grands acteurs des plateformes qui, quand ils dessinent un petit peu le design de ces applications, pensent à notre façon de fonctionner et l'orientent ? Oui, exactement. C'est aussi quelque chose qui a été documenté par un petit documentaire qui s'appelle Dopamine, qui montre, si vous voulez, que la plupart des fonctionnalités permettent d'activer le circuit de la récompense, donc la sécrétion
sécrétion de dopamine dans notre cerveau. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable du sentiment de satisfaction. Donc forcément, quand on reçoit une notification, quand on voit qu'on a été liké ou qu'on a été suivi sur tel ou tel réseau, ça active, si vous voulez, cette molécule, ça active le sentiment de satisfaction. Ça répond aussi évidemment à un besoin de reconnaissance sociale, et donc ça nous amène à continuer à consulter la plateforme, à continuer notre activité sur la plateforme. Donc si vous voulez, tout ça est bien connu des concepteurs de ces technologies qui travaillent, comme je l'ai dit, avec les neurosciences, la psychologie cognitive, la psychologie comportementale. Donc est-ce qu'on doit qualifier ça de manipulation? Peut-être, moi je me prononce pas forcément là-dessus, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a derrière ces entreprises une économie de l'attention qui consiste à capter le temps d'attention des individus de la manière la plus intensive possible pour pouvoir revendre ces attentions à des entreprises pour qu'elles puissent cibler ensuite avec leur message publicitaire les individus. Donc il faut connaître, si vous voulez, les modèles d'affaires de ces plateformes. Il faut connaître aussi les fonctionnalités techniques qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir comprendre un petit peu cet écosystème numérique. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup, vous l'empruntez à Platon puisque vous êtes philosophe. Vous dites « ce qui nous augmente va nous diminuer ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce paradoxe ? Oui, alors effectivement, je n'emprunte pas exactement cette phrase à Platon, mais disons c'est la manière dont j'interprète Platon, effectivement, c'est la manière dont j'interprète ce que dit Platon au sujet de l'écriture, parce que comme vous l'avez dit au début, on peut réinscrire les technologies numériques dans l'histoire des techniques d'écriture, en fait. Vous avez parlé de l'imprimerie tout à l'heure, on peut parler de la presse, etc., etc. Bon, et donc, si vous voulez, ce que dit Platon quand il commente la technique de l'écriture, qui est nouvelle à l'époque, dans la société grecque dans laquelle il parle, il dit l'écriture est un pharmacone. Pharmacone, c'est un mot grec qui veut dire à la fois le remède et le poison. Ça veut dire les deux choses à la fois. C'est le mot qui a donné le mot français pharmacie, par exemple. Ça veut dire le médicament, mais qui peut toujours devenir un poison, si vous voulez. C'est pour ça, ce qui nous augmente nous diminue toujours aussi. Et ce que dit Platon, c'est que l'écriture va nous permettre d'augmenter nos mémoires, au sens où on va pouvoir stocker beaucoup plus d'informations grâce à la technique de l'écriture. Mais en même temps, une fois que ces informations seront stockées, eh bien évidemment, on va plus faire l'effort de se souvenir par nous-mêmes de toutes les informations qu'on aura déposées dans les supports, si vous voulez. Donc, bien sûr, on va augmenter notre mémoire, on va augmenter la quantité d'informations disponibles, mais en même temps, on va cesser d'entraîner notre mémoire. Donc, c'est aussi un danger, si vous voulez. C'est aussi une menace. C'est un peu ce qu'on constate tous depuis qu'on a enregistré nos numéros de téléphone dans nos portables. On les retient plus, évidemment. C'est une banalité de dire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est précisément ceux qui nous augmentent qui nous diminuent aussi, si vous voulez. Et que cette ambiguïté-là, on ne peut pas la résoudre, en fait. Vous voyez, on ne peut pas éliminer le caractère toxique d'une technologie. Et donc, on ne peut pas tomber dans ce mythe de l'augmentation humaine qu'on nous divulgue bien souvent sans aucun recul critique, quoi. Alors on parle d'écriture, j'en viens à ChatGPT qui anime beaucoup l'actualité avec l'intelligence artificielle. Selon vous, si on extrapole justement, est-ce qu'on va perdre la possibilité de réfléchir, d'écrire, de structurer un document? Comment on va se positionner par rapport à ce type d'application? Alors, moi, je pense effectivement qu'il y a certains dangers. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est négatif, mais ça veut dire qu'il faut être conscient quand même d'un certain nombre de risques. Effectivement, dans le cas de ChatGPT, si vous comparez avec l'écriture, bon, je ne sais pas si la comparaison est vraiment valable, mais en tout cas, on peut quand même faire cette expérience de pensée. Là, c'est plus seulement la mémoire que vous déléguez à la technologie. C'est la capacité de synthèse, c'est-à-dire la capacité d'expression, la capacité d'écrire, tout simplement. Et puis peut-être aussi la capacité de lire, parce que quand vous allez prendre l'habitude de ne lire que des textes générés automatiquement, eh bien forcément votre capacité à lire des textes originaux, différents, non standardisés va être affectée. Donc je pense que ce qui est très important de faire, si vous voulez, c'est de voir que cette technologie-là va transformer nos manières de penser. Et il faut vraiment s'interroger sur ces enjeux de ce point de vue-là, parce qu'on sait très bien que la capacité d'écrire, la capacité de lire, c'est aussi la capacité de parler même, c'est aussi ce qui est un petit peu au fondement d'une société démocratique ou politique dans laquelle les individus peuvent échanger des arguments, peuvent exercer leur esprit critique, etc., etc. Si on délègue le langage à ces nouvelles machines qui sont en fait des machines à calculer fondamentalement, parce qu'il n'y a pas du tout d'interprétation, il n'y a pas du tout d'évaluation, il n'y a pas du tout de pensée dans ces machines. Ce sont des calculs statistiques, des calculs probabilistes sur des quantités massives de données. Donc il faut être très clair là-dessus, il ne faut pas les anthropomorphiser. Eh bien, il y a un certain nombre de risques qui se posent à la fois pour nos capacités mentales, nos capacités intellectuelles, nos capacités cognitives, comme on les appelle aujourd'hui, mais aussi par rapport à l'avenir de la langue elle-même. Est-ce que finalement on a envie que quelques algorithmes produisent les expressions
linguistique à venir, hein. Est-ce que c'est pas plutôt aux individus, aux groupes d'innover en cette matière? J'ai envie de dire, voilà, d'interpréter, d'avoir des accents, d'avoir des expressions spécifiques, idiomatiques. Est-ce qu'on a envie d'automatiser ça et quels sont les risques d'automatiser ça? C'est un risque, un signal faible que vous envisagez effectivement avec un ChatGPT par exemple. Ah oui, je pense qu'il y a ce type de risques qui sont très, très, très importants. Et est-ce que selon vous, on peut parler d'emprise? C'est-à-dire on est sous emprise de la machine parce que quelque part on subit tout ce qui est en train de se passer. Vous parliez du mouvement, le scroll, c'est-à-dire que quand on est sur son écran de téléphone et qu'on n'arrête pas avec son index de faire défiler des images, c'est un mouvement qui n'est pas inné, on va dire, dans le corps humain. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette emprise, elle est en train d'être dans notre quotidien? Alors oui, je ne sais pas s'il faut parler d'emprise de la machine au sens où il faut quand même insister sur le fait que les technologies dont je parle, là, les technologies persuasives ou bien, par exemple, les gros modèles de langage du type ChatGPT, ne constituent pas toutes les technologies numériques. Il y a évidemment des technologies numériques, pensez à Wikipédia, par exemple, où là, quand vous utilisez Wikipédia, vous utilisez vos capacités de lecture critique, les capacités de partage des savoirs, de délibération collective, de certification collective, etc., etc. Et vous avez la production d'un commun, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les technologies numériques ne fonctionnent pas de cette manière-là, mais ce qui est très important de voir avant d'utiliser, si vous voulez, de manière un peu spontanée une technologie et d'en devenir complètement dépendant, c'est de s'intéresser en fait à la manière dont elle fonctionne, ce qu'elle fait à nos capacités psychiques et puis quel est le modèle économique qui est derrière pour savoir un petit peu à quel système, dans quel système, si vous voulez, on est en train de s'intégrer malgré nous, quoi. Voilà, pour moi, ça, ce sont des questions importantes. Oui. Et si je fais une comparaison pour conclure avec les grands mouvements de l'histoire où on a eu la machine à vapeur, où on a eu l'ordinateur, tout ça est rentré dans l'histoire. Est-ce qu'on n'est pas en train de se poser des faux problèmes ou alors est-ce qu'il faut quand même faire un arrêt sur image comme certains l'ont conseillé sur l'intelligence artificielle? Oui, je pense qu'il faut faire plus qu'un arrêt sur image. En fait, donc à la fois, je crois que c'est très important d'avoir un recul historique sur ces questions. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Les réinscrire dans une évolution technique plus globale. Mais en même temps, il faut faire attention aux spécificités de l'époque contemporaine, puisque vous savez que toutes ces technologies, nous avons pu vivre avec d'une certaine manière, puisque nous les avons adoptées. C'est-à-dire, nous avons inventé des organisations sociales et des règles juridiques pour les encadrer. Par exemple, l'idée de l'école pour adopter l'imprimerie, la presse, le droit du travail pour adopter l'électricité qui permettait de faire travailler les gens plus longtemps, etc., etc. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'inventer des organisations sociales, des institutions et d'encadrer juridiquement ces technologies. Encadrer. Merci beaucoup Anna Lombert. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse en philosophie, membre du Conseil national du numérique et autrice donc de ce fameux livre Schizophrénie numérique. Le numérique pour tous, spécial travail numérique, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial numérique et comportement au travail, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui est au premier plan des mutations de la relation des individus au travail en tant que directrice de la communication chez LinkedIn, ce réseau professionnel qui compte plus de 27 millions de personnes en France et accessoirement filiale de Microsoft. J'ai nommé Esther Ohaillon. Esther, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau. Bon, Esther, donc on rappelle le contexte, hein, LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle qui regroupe plus de la moitié des Français, on va dire. Et vous avez lancé une étude pour analyser la perception de la dyslexie dans le monde professionnel. Quel rapport avec LinkedIn et pourquoi cette étude ? Alors tout d'abord, bonjour Vanessa et merci pour votre invitation. Donc en effet, nous avons mené cette étude parce que nous avons constaté, et sommes partis du constat qu'il existe encore une méconnaissance de la dyslexie dans le monde professionnel, ainsi qu'une méconnaissance des compétences spécifiques à la pensée dyslexique. Et encore trop souvent, la dyslexie est considérée de manière négative dans l'affaire professionnelle et nous avons souhaité faire bouger les lignes et mettre en avant les atouts et les compétences spécifiques que représente la pensée dyslexique pour les entreprises. C'est un tabou aujourd'hui quand on postule dans une entreprise, on le cache, on ne le dit pas forcément. Et vous, avec la plateforme, vous encouragez justement à mettre sur son profil, au même titre qu'on a un CV, des études, les langues qui sont parlées, le 10 fonctionnement que l'on peut avoir. Absolument. Alors absolument. Donc en fait, parmi les résultats les plus intéressants de notre étude, effectivement, on a vu que des tabous subsistent puisque 59% des actifs dyslexiques interrogés pour cette étude cachent leur dyslexie lors d'un entretien professionnel et un dyslexique sur deux, donc 50% des personnes interrogées ne le disent pas dans leur travail au quotidien. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, il y a des éléments aussi positifs, c'est que
en fait, 59% des actifs qui ont été interrogés considèrent que les difficultés d'apprentissage qu'ils ont eues à l'école ont finalement été des atouts de par les compétences que ça leur a permis de développer dans la sphère professionnelle. Et parmi les compétences le plus souvent citées, c'est la créativité, l'écoute, l'organisation, la persévérance, la débrouillardise. Donc effectivement, il y a ces compétences qui existent et qui reviennent et qui ont été très souvent citées par les dyslexiques. L'autre point aussi parmi les pistes d'évolution qui ont été proposées dans notre étude, c'est effectivement une plus grande sensibilisation des RH et des managers, mais également l'adaptation des espaces de travail et effectivement des outils spécifiques et technologiques mis à disposition, tels que les correcteurs d'orthographe, c'est ça qu'il faut dire, effectivement, le logiciel de dictée vocale. Et parmi les évolutions récentes ou à venir du monde du travail, elles sont accueillies avec enthousiasme et sont citées notamment le télétravail ou les possibilités offertes par l'IA. Donc ça, c'est un exemple remarquable où la machine compense à la limite je ne sais pas si on peut appeler ça un déficit, parce que c'est une différence pour la normaliser. De la neurodiversité. Et quelque part, oui. En fait, elle l'optimise et elle favorise l'inclusion. Absolument. Et depuis l'année dernière, donc, nous proposons aux membres LinkedIn de pouvoir ajouter la pensée dyslexique sur la liste des compétences qu'ils peuvent mettre sur leur profil. Et c'est un moyen, de mettre en avant ces atouts auprès d'employeurs potentiels. Et depuis l'année dernière, ce sont plus de 22 000 personnes qui ont aujourd'hui rajouter cette compétence sur leur profil LinkedIn. Un pré-bilan qu'on peut dresser aujourd'hui, justement ? Oui, alors tout à fait. Donc, ces 22 000 personnes qui ont rajouté cette compétence. On a également lancé au mois de juin dernier une campagne de sensibilisation. Avec de nombreux témoignages de monde sur la plateforme, des lives de notre équipe éditoriale, un sondage mené aussi auprès de nos membres où on leur posait la question: êtes-vous suffisamment sensibilisés à la question dyslexique, à la pensée dyslexique en entreprise? Et 63% ont répondu non. Donc il y a encore un travail à faire. Et tous ces posts ont généré plusieurs centaines de commentaires. Donc il y a un véritable intérêt sur le sujet. Une belle approche de l'inclusion qui est permise grâce au numérique. Absolument. Merci beaucoup, Esther. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole de LinkedIn France. Et si vous n'êtes pas encore sur le réseau, n'hésitez pas à y aller, parce qu'effectivement, c'est un véritable vivier, une véritable communauté très conviviale, on va le dire ainsi. Et pour bien terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le dirigeant d'une entreprise qui remédie au quotidien aux millions de petits désagréments informatiques que les salariés et les directeurs informatiques peuvent connaître au sein des entreprises. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Jeanneret. Éric, bonjour. Vous êtes directeur général de la société Experis et vous allez nous expliquer quel est le métier de Experis. Bonjour Vanessa. Alors Experis, c'est une des 3 marques du groupe Manpower en France. Et on s'occupe de fournir des services et de la compétence et des solutions informatiques à nos clients. Voilà. Ok. Alors, je citais votre accompagnement au quotidien de millions de collaborateurs dans la gestion de leur vie informatique. Concrètement, c'est quoi ces petits problèmes qui abîment le quotidien des salariés et des directeurs des services informatiques? Alors nous, on intervient auprès des salariés de nos clients qui, dans leur vie de tous les jours, expérimentent des désagréments, donc des incidents, des pannes, des besoins, des changements de mots de passe, des problèmes avec des imprimantes. Et on est là pour fluidifier, les accompagner dans l'usage de leurs moyens numériques. Alors concrètement, comment ça se passe? Je suis salarié dans une entreprise, que ce soit à la maison, en home office ou alors au bureau. Là, mon imprimante ou mon mot de passe ne fonctionne pas. Comment je peux communiquer avec vous? Alors aujourd'hui, on a des approches multicanales, donc on est aussi bien en réponse au téléphone qu'en proximité pour intervenir physiquement, que par des assistants conversationnels. Voilà, donc on est à peu près capable d'intervenir sous toutes les formes auprès de nos clients pour les dépanner en fonction de l'incident qu'ils rencontrent. Et donc vous prenez la main sur la machine quelque part, et en accord avec le collaborateur, et là vous résolvez justement cet incident. Tout ce qui est résolvable à distance l'est. Et en revanche, parfois, quand il y a des casses physiques, par exemple, on est obligé d'intervenir physiquement, remplacer un équipement, le réparer concrètement. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, c'est quoi les principaux désagréments ou les principaux risques en fait auxquels vont être assujettis les collaborateurs au sein des entreprises?
Alors aujourd'hui, le sujet c'est vraiment de la productivité des salariés. Donc le moins ils ont d'interventions nécessaires sur leurs environnements et le mieux ils se portent pour pouvoir réaliser leur quotidien. Donc le propos c'est d'avoir des équipements qui sont efficaces et opérationnels en permanence. Donc on essaye également de faire du prédictif, d'anticiper des pannes et on essaye de diminuer les taux de panne et d'avoir en permanence des équipements qui sont fonctionnels pour nos clients. On parle beaucoup de cybersécurité. C'est un risque Bien que sûr. vous êtes en train d'anticiper. Et comment vous l'anticipez ? Bien sûr. Alors, on se rend compte que nos clients enchaînent des couches de sécurité sur leurs environnements numériques pour pouvoir les protéger au maximum. Le télétravail a évidemment accéléré ce sujet-là puisque maintenant les données des entreprises sont accessibles depuis n'importe où, n'importe comment, etc. Donc elles ont besoin de protéger leurs environnements, leurs données, leurs applications, etc. Et donc nous, on intervient là-dessus pour sécuriser. Et il y a un deuxième sujet d'attention qui est celui de l'impact environnemental aussi des moyens informatiques qui sont mis à disposition des salariés. On a des salariés qui de plus en plus réclament une posture vertueuse à leurs employeurs en termes d'impact environnemental. Un PC neuf, c'est 1,5 tonne d'eau pour fabriquer, c'est des terres rares. Et donc on a des clients qui réclament à leur patron d'allonger les cycles de vie, d'être moins consommateurs en termes de matériel. Et ça, c'est une vraie question des jeunes générations quand elles rentrent dans une entreprise, de demander un équipement justement qui est vertueux, ou c'est un non-sujet ? Non, c'est un vrai sujet. Alors, il y a deux sujets. Il y a à la fois la question de l'environnement et la question de l'ergonomie, de l'intuitivité de l'environnement numérique qui est mis à disposition. Aujourd'hui, on a des salariés qui sont de plus en plus exigeants sur ces deux sujets-là, voilà, et qui réclament à leurs employés une posture vertueuse sur ces sujets-là. Et donc ça explique des stratégies de prolongement du cycle de vie des équipements. Ça explique que le secteur public a décidé de transformer 20% de leur parc avec du matériel de seconde main. Voilà, donc il y a des vraies stratégies aujourd'hui qui sont déployées aussi bien dans le privé que dans le public pour répondre à ce sujet environnemental. Nous, on regarde beaucoup les changements sociétaux parce que chez Manpower Group, évidemment, le monde du travail est sous la loupe. Et aujourd'hui, les jeunes générations, vous l'avez dit, elles ont besoin de sens, elles ont besoin d'équilibre de vie pro, vie perso, elles ont besoin de patrons et d'entreprises qui sont vertueuses d'un point de vue environnemental. Et le numérique contribue évidemment beaucoup à ça. Alors, on a parlé des services effectivement techniques que vous prodiguez aux salariés. Vous mettez aussi à disposition des talents, c'est-à-dire que vous recherchez les bons candidats pour les positionner au sein des entreprises. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle pour faciliter le recrutement. Comment c'est possible ? Oui. Alors, juste avant, on a parlé d'augmentation par l'intelligence artificielle, et moi, je souscris en tout cas à ça. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a des recruteurs qui travaillent aujourd'hui avec ChatGPT et qui sont capables de produire des annonces qui sont plus attractives, qui sont mieux écrites. Et vous avez raison de préciser que peut-être que progressivement, on va perdre ces facultés-là de rédaction et des annonces qui sont plus souscrites. Donc ça veut dire véritablement que avec ChatGPT, on arrive à augmenter nos collaboratrices. Il reste que et collaborateurs. Et collaborateurs, oui. Mais c'est vrai que dans les fonctions en recrutement, les femmes sont très représentées. Et de la même manière, on arrive à utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir associer des besoins avec des profils, avec des candidats, de manière beaucoup plus pertinente que si on le faisait à la main. Et donc il reste la partie la plus humaine finalement, qui est celle de l'entretien, celle du rendez-vous, celle de la rencontre interpersonnelle. Et ça, j'appelle ça des moments de vérité. On vit ça dans le recrutement, on vit ça aussi dans les relations business, puisqu'on a des prévisions qui nous disent que 80% des achats seront réalisés par des robots en 2030. Il va falloir vraiment qu'on travaille sur ces moments de vérité. Éric, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Experis, filiale de Manpower. Merci Anna Lombert et merci également Esther Ohaillon. C'est un plaisir de vous avoir en plateau. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.